Hello and welcome to the 10th Jerusalem Writers Festival in Mishkenot Sha'ananim. Véronique Olmy, bienvenue au Festival international des écrivains. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, dans cet espace Zoom que l'on connaît tous bien, voire trop bien, depuis plus de 2 longues années de pandémie, mais qui nous permet également de se retrouver, même quand le déplacement physique est compliqué. Alors, vous êtes écrivaine, auteure de romans et des pièces de théâtre. Vous avez travaillé comme scénariste et comédienne et vous êtes cofondatrice du festival théâtral Paris des femmes, qui a pour but de donner une place plus importante aux femmes dans l'écriture dramatique. Alors, vous avez suivi des études d'art dramatique et vous avez commencé votre carrière en tant qu'auteur pour le théâtre. Mais en 2001, vous publiez chez Actes Sud votre premier roman, Bord de mer, qui a reçu le prix Alain Fournier. Et puis, vous avez écrit et publié plus de 20 ouvrages, recueils de nouvelles, pièces de théâtre et romans, dont le dernier, Les Gosses, paru très récemment chez Albin Michel. Vous bénéficiez d'une reconnaissance internationale. Vos pièces sont jouées autant en France qu'à l'étranger et vos ouvrages sont traduits en 20 langues. Et maintenant, 21 langues avec la nouvelle traduction en hébreu des Bords des mers. Alors, est-ce que cette nouvelle traduction est votre première rencontre avec Israël ou connaissez-vous des auteurs israéliens ou le marché du livre israélien? Je suis venue la première fois en Israël grâce à l'auteur Karine Thuil qui avait organisé un voyage avec des auteurs français comme Michel Fitoussi, Florian Zeller, David Funkinos, et nous rencontrions des auteurs israéliens. Je me souviens d'une rencontre extraordinaire avec David Grossman qui nous avait parlé avec beaucoup de pudeur et de profondeur de son métier d'écrivain et de la mort de son fils. Nous avions rencontré Abraham Yehoshua, nous avions rencontré Edgar Keret. Enfin, ça avait été un voyage absolument extraordinaire. Nous avions également rencontré des Palestiniens qui faisaient partie de l'Association pour la paix Israël-Palestine. Et c'était très, très enrichissant. C'était donc la première fois pour moi. Et c'était en collaboration avec le journal Le Monde. Un photographe, Pierre Terjman, faisait des photographies et nous les choisissions et les commentions pour le journal Le Monde. Et ça m'avait donné envie de revenir. Donc, j'étais venue pour faire un reportage avec ce photographe, Pierre Terjman. J'avais fait un reportage qui s'appelait Les Amazones de Tzahal. J'étais assez fascinée par les filles qui s'engageaient autant que les hommes, c'est-à-dire 2 années d'armée, et c'était dans le désert du Negev. On m'avait fait plusieurs jours de reportage avec 2 jeunes soldates et c'était très, très enrichissant et très passionnant. Voilà, donc c'était mes 2 expériences en Israël. C'est vraiment voilà, expérience profonde en fait. C'est pas juste de visite touristique, c'est vous avez vécu d'expériences assez profondes, je dirais. Oui, c'était rencontrer le cœur même d'un pays, c'est-à-dire à la fois la parole de ses poètes, de ses romanciers, et puis de sa jeunesse, oui. Sa jeunesse engagée, combattante. Et c'est vrai qu'on avait également eu un guide personnel pour nous dans Jérusalem, à Yad Vashem. Enfin, c'était assez bouleversant, d'où mon désir de revenir après, de continuer. Et cette nouvelle traduction en hébreu, j'imagine que vous avez une longue carrière internationale. Du coup, pour la première fois, vous êtes traduite en hébreu, ça doit vous faire quelque chose? Oui, j'ai hâte de voir le livre parce que l'alphabet est tellement mystérieux pour moi. Vraiment, oui. C'est un grand mystère. Ouais. Et c'est très attirant. J'ai vraiment hâte de pouvoir le voir. Et c'est vrai que moi, je suis chrétienne. Donc, c'est la langue de la Bible. C'est une langue Exactement. Qui m'importe. Et voilà, je suis très curieuse de voir le livre. Je ne l'ai pas encore découvert.
Moi aussi, je ne l'ai pas encore vu, tandis que je travaillais sur la traduction avec la maison d'édition, mais on n'a pas encore le livre physique, mais il ne va pas tarder, hein. Donc, Ce serait une belle surprise. oui. Alors, parlons un peu de livres. Si vous permettez, je fais un petit résumé pour le lecteur comme pour le téléspectateur parce qu'ils n'ont pas l'occasion, comme nous, de voir le livre physique. Le protagoniste de ce roman bouleversant, elle vit seule avec ses deux garçons, Stan, 9 ans, et Kevin, 5 ans. Et pour la première fois, elle les amène en vacances. Cette escapade doit être une fête, mais elle devient tout sauf une fête. Ensemble, ils vont prendre le car en pleine nuit, sous la pluie. Les enfants sont inquiets. Partir en pleine période scolaire, en pleine semaine, en hiver, à la mer. Cette protagoniste doit être, on le sent, de milieu modeste. Elle n'est pas très habituée au voyage, aux longs trajets, et elle a peur de se faire remarquer. Est-ce la honte des pauvres ou la honte de se faire honte à ses gosses? Une mère amène ses deux enfants voir la mer. On peut se dire quoi de plus banal. Or, la mer est sombre, effrayante. On ne trouve pas les coquillages pour la maîtresse d'école. L'aîné court loin sur la plage, le petit frigorifié. Apeuré, il pleure. Au café, pour payer le chocolat et le coca, elle ouvre la boîte de thé avec les pièces jaunes là, qu'elle collecte toutes ses économies. Et puis, vous laissez votre lecteur et lectrice étouffés, sans oxygène, avec cette faim impassable et terrible, l'infanticide. Alors, j'aimerais bien vous amener tout au début à ces faits divers que vous avez lus dans le journal. À ce fait divers d'un double infanticide d'une femme qui tue ses enfants après les avoir payés la fête foraine et les frites. Et elle dit, la femme, elle témoigne, les frites parce que les enfants, on aimait manger les frites. Et vous dites dans une interview dans le journal Libération que vous avez trouvé ça terrible, le côté fête foraine et frites. Et j'aimerais bien vous demander pourquoi, parce que moi, je me souviens très bien de ces faits divers. À l'époque, je vivais en France et je me souviens que cette même chose m'a frappée. Donc, si vous voulez bien élaborer sur ça et nous expliquer pourquoi ces faits divers et cette fête foraine effrite ont poussé à écrire ce roman. Je me souviens précisément du moment où j'ai lu cette brève dans le journal, car c'était 4 lignes. Je n'avais jamais écrit de roman, donc je n'avais pas le réflexe de me dire voilà un sujet où cela m'inspire. Je n'avais écrit que des pièces de théâtre. Et j'avais eu un deuxième enfant, un petit garçon, 2 ans auparavant. Donc j'étais encore vraiment dans j'avais déjà eu une fille, et là j'étais dans vraiment la chair même de la maternité, avec ses tourments, avec son adaptation, avec ses émerveillements, avec le nouveau statut social que l'on a lorsqu'on est mère. Et je lis donc ces 4 lignes et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hélas, on lit très souvent des faits divers d'infanticide. Celui-là, effectivement, je me dis, mais c'est pas possible d'aimer ses enfants et de les tuer. Si on paye des frites à un enfant, qu'on l'emmène à la fête foraine, c'est qu'on l'aime, on veut lui faire plaisir. On ne peut pas lui faire plaisir et le tuer. Et c'était devenu une obsession, une question. Et à cette même période, Actes Sud a contacté 3 auteurs qui étaient Laurent Godet, Olivier Py et moi-même. Nous étions 3 dramaturges, nous n'avions jamais écrit de roman et nous ont demandé d'écrire un roman. Et moi, j'avais juste écrit une nouvelle sur ce fait divers qui était du point de vue du petit garçon, de l'aîné. Et puis, l'éditrice, je me souviens, m'a fait venir 3 fois dans son bureau. Je dis, mais non, je suis dramaturge, je n'écris pas de roman. Et elle a tapé sur cette nouvelle, comme ça, je me souviens, elle a dit, ça, c'est un roman. Et je me suis dit, bon, moi, je vais l'écrire comme un monologue de théâtre. Je veux avoir la voix de cette femme. Et pour moi, c'était une tragédie grecque. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le roman, je savais où j'allais. Mais quand je suis arrivée au point où elle doit commettre l'infanticide, c'était très dur de se dire je vais écrire la mort des enfants. Et donc, il y a un moment où j'ai hésité. Et après, je me suis dit, si tu es courageuse,
si vraiment tu es né de la tragédie grecque, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de la pulsion humaine, c'est un trajet qui part d'un quelque chose d'assez universel, voire quotidien, que tout le monde peut partager, une certaine déroute, une certaine appréhension, des angoisses à tel ou tel endroit. Et puis, le principe même, le courage de l'auteur, c'est d'aller jusqu'à l'apogée, c'est-à-dire l'inhumanité dans l'humanité. Qu'est-ce qu'une pulsion humaine? C'est ce que travaille Dostoïevski, c'est ce que travaille ce que travaille la Bible, ce que raconte la Bible, c'est ce que travaillent tous les auteurs depuis Sophocle, c'est-à-dire ce qui me met mal à l'aise. Je suis écrivain, je ne vais apporter aucune réponse, mais je vais essayer de le regarder en face. Et voilà pourquoi j'ai écrit Bord de mer. Et il y avait aussi ce questionnement récurrent de quand on voit des gens qui tuent leurs enfants ou qui se retranchent et puis qui tuent leur famille et ils ne se tuent pas eux-mêmes. J'étais extrêmement choquée par ça. Et quand j'ai écrit Bord de mer, quelques années après, j'ai rencontré un psychiatre qui était un père d'élèves, là où mon fils allait en classe, et qui m'a dit « Ah, mais vous savez que votre livre est étudié en psychiatrie. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que vous avez décrit le cas, je ne connaissais pas le terme à l'époque, de suicide altruiste. » Et c'était donc ce qui me choquait. Comment est-ce qu'on peut tuer son enfant, ce qui est la pire chose qui soit, et survivre à ça? Et en fait, il m'a dit « Non, vous avez décrit le suicide altruiste, c'est-à-dire qu'on tue l'autre pour qu'il ne souffre plus. » Donc, c'est une perversion de la réalité. Et voilà l'origine de Bord de mer. Mais si vous permettez, il y a quelque chose que vous avez dit qui suscite une question assez importante et je sais que je ne suis pas la première à évoquer ces points. Alors, vous avez parlé de la tragédie grecque et vous avez parlé de l'humanité, mais souvent, on a traité votre livre par le point de vue de Médée. Et pour moi, il est faux parce que ce n'est pas du tout les mêmes motivations. Tout à fait, je suis d'accord. Pour moi, tout à fait, c'est faux parce que Médée, justement, elle est poussée par la vengeance, par la jalousie, et il a des raisons. On sait très bien ses motivations. Et puis, il y a tout un parcours de meurtre. Tuer ses enfants, ce n'est pas son seul meurtre. Donc, pour moi, justement, Médée, elle fait tout ce qui n'est pas humain. Elle dépasse l'humanité. Et vous avez dit une phrase qui m'a frappée, c'est l'inhumanité dans l'humanité. Alors, pour vous, en fait, cette femme, elle est humaine, c'est-à-dire qu'il y a une autre façade de la maternité, il y a une autre façade de l'amour maternel. Est-ce que ça fait partie de l'humanité de commettre cet acte? Puisque ça existe, c'est que ça fait partie de l'humanité. Ce qui est compliqué, c'est de regarder en nous la face de lumière et la face des ténèbres. Et je pense qu'on l'a tous. Il suffit de regarder les guerres autour de nous pour voir que très vite, tout peut basculer. Et je pense qu'on fait des choix à minima ou des choix qui nous engagent beaucoup plus. Mais toute la journée, tout notre quotidien est fait de choix. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait dans Bord de mer, c'était, comme vous l'avez signalé au départ, c'est une femme qui est démunie. Je ne voulais pas qu'elle ait d'excuses, je ne voulais pas sociologiquement la psychologiser. Je ne voulais pas qu'il y ait une possible causalité. C'est-à-dire qu'on dise « Ah, elle a été malmenée, maltraitée par, je ne sais pas, son père, son mari. » Je ne voulais pas de ça parce que je ne voulais pas d'excuses extérieures. Et je ne voulais pas qu'on dise si elle est comme ça, c'est parce que quelqu'un lui a fait ça. Je voulais parler de quelqu'un qui est démuni. Donc, la première façon d'être totalement démuni, c'est de ne pas avoir de mots. De ne pas avoir de mots pour dire ce que l'on ressent. C'est une grande violence. Quand vous n'avez pas les mots, il vous manque une forme de pensée. Il vous manque une perspective. Et ensuite, elle est démunie d'argent, elle est démunie de repères, mais tout le roman est subjectif.
c'est-à-dire c'est le roman vu à travers son regard. J'ai beaucoup pensé à la littérature d'Emmanuel Bauve, qui fait partie en France des petits maîtres de la littérature, qui sont des livres qui ont d'emblée une couleur, comme un film, une couleur, une ambiance, tout de suite, dès que vous ouvrez le livre. Et je voulais ça pour mon livre. Je voulais que ce soit comme un tableau entièrement subjectif. Par exemple, cette maman arrive dans une ville sans trottoir. Ça n'existe pas, une ville sans trottoir. Une ville où les noms des rues ne sont pas inscrits, ça n'existe pas. Une ville dans laquelle il y a un hôtel de 6 étages sans ascenseur, ça n'existe pas. C'est vraiment le monde tel qu'elle le perçoit. Le monde est gris, le monde est dangereux et elle est perdue dans ce monde-là. Elle perd le temps, elle ne sait pas quand il faut dormir, quand il faut manger, elle perd les besoins essentiels de ses enfants et le monde est hostile. Les hommes dans le bar sont hostiles. C'est une sorte de... La mère est hostile. C'est une sorte de paranoïa qui fait que petit à petit, ça va se resserrer, c'est-à-dire que l'angoisse se resserre et il n'y a plus d'échappatoire. Donc la misère ici, vous pouvez dire qu'elle est plutôt morale que physique? Elle est morale pour moi. C'est une grande détresse de ceux qui ne tiennent rien dans leurs mains et elle est tellement angoissée. Pour moi, ces enfants sont comme des enfants victimes d'inceste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Ces enfants sont ses sujets à elle, ils sont intégrés à elle, ils sont totalement à elle, ils sont des objets qui lui appartiennent. Par exemple, quand elle est sur la plage avec Kevin, l'aîné, avec Stan et Kevin, avec Stan, ouais. Et que Stan s'éloigne et marche tout seul, c'est une déchirure pour elle. C'est-à-dire, elle ne se dit pas, il est grand, il marche sur la plage, mais elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, à quoi il pense? Il lui échappe. Et ça, c'est insupportable. Et elle va l'attraper. Mais l'autre côté, elle ne fait pas beaucoup d'efforts. Elle décrit ce qu'elle ressent, mais au niveau action, elle n'est pas très active. Non, c'est quelqu'un qui est enfermé, qui est entravé, qui est empêchée tout le temps. Et donc, elle est comme ligotée elle-même dans son angoisse. Et c'est vrai que, par exemple, quand elle les emmène à la fête foraine, qu'il y a comme ça cet éclair vers eux, elle est en même temps, elle commence un délire, elle commence à voir la roue qui est très grande, elle commence à avoir les sons amplifiés, on bouscule. La lumière trop forte, oui. Trop forte, on bouscule le petit, les frites tombent et ça commence à être chaotique parce qu'il y a trop de monde là pour elle, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit, elle est complètement perdue. C'est une femme, un peu une femme escargot ou tortue qui est bien quand elle est couchée. Elle est couchée et elle ne veut plus penser, elle ne veut plus savoir. Mais si elle est exposée au monde, elle explose. Mm-hmm. Et en plus, ce qui est marquant dans votre livre, que vous portez aucun jugement. Alors, votre but, c'est de ne pas la juger. Alors, puisque je parle pour elle, et ça, c'est quelque chose qui vient du théâtre. C'est-à-dire que dans le théâtre, on apprend vraiment que chaque personnage a sa propre voix. C'est un instrument selon le milieu social, selon l'époque, selon son genre. Il va parler comme ça ou comme ça. Donc, elle avait son ton, son tempo, sa voix. C'est quelqu'un qui ne fait pas, je ne sais pas comment on le rend en hébreu, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas de négation. Oui. Il a un vocabulaire très pauvre. Donc ça, c'était déjà un challenge, si je peux dire, d'être un auteur, de faire parler quelqu'un qui n'a pas les mots. Oui. Donc ça induit un langage très imagé. Et c'est vrai que c'est du coup quelqu'un qui va exprimer de façon très brute. Voilà, donc je peux témoigner que le travail de traduction de Hila Ben-Porat, qui a traduit votre livre, était très sensible à ça, parce que tout de suite, elle a réparé cette négation et le vocabulaire restreint et vraiment le travail de transférer son français à l'hébreu, pour que l'hébreu garde sa voix, était un travail minutieux. La tâche a été exécutée à la merveille par la traductrice.
moi, je fais la relecture, donc je pouvais bien comparer les textes et voir que... Donc, je peux vous assurer que ce dont vous venez de parler est bien, bien, bien montré dans la version hébraïque et je suis très contente. Oui, on me l'avait dit, j'en suis persuadée, je vous remercie. Et pour revenir à votre question sur le jugement de l'auteur, donc comme j'étais dans la voix, je portais la voix de cette personne, mais à la fin, au moment de l'infanticide, je voulais préserver les enfants, c'est-à-dire je ne voulais pas qu'on les voie eux. On est entièrement sur elles. Et c'est un acte d'étouffement qui est contraire à la réalité. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça dans la réalité. Mais je voulais qu'il n'y ait pas, je ne voulais pas, moi, en tant qu'auteur, malmener les enfants. Enfin, ils sont malmenés, de fait. Ils sont malmenés. Il n'y a pas de sang, ils ne se défendent pas. Mais j'ai sanctionné cet acte d'infanticide par une phrase. C'est-à-dire que c'est vrai que l'héroïne, dans sa folie, pense qu'elle les sauve en les tuant et qu'ils vont se retrouver dans la mort, qu'ils vont juste glisser vers le grand sommeil rédempteur. Et donc, c'est un acte complètement fou. Et la dernière phrase, c'est « j'ai hurlé ». J'ai hurlé. Je voulais que cette femme, c'était ma liberté d'auteur et ma façon à moi de respirer après avoir étouffé ses enfants, c'était que non, regarde, tu crois les avoir sauvés, tu ne les as pas sauvés, tu les as tués. Et donc, je voulais qu'elle ait cette lucidité quand c'est trop tard, de se rendre compte de ce qu'elle a fait réellement, qui n'était pas un acte salvateur. Ça, c'est très intéressant parce que, en fait, la liberté, elle est dans la dernière phrase. Donc, du coup, elle se réveille. Quand elle voit ses enfants, elle se réveille. En tout cas, elle est coupable. Elle est coupable. Ah oui. C'est très important pour moi d'écrire « j'ai hurlé » et que ce livre se termine là-dessus et non pas « je les ai sauvés ». D'accord, ok. Sans ça, moi, j'étais prisonnière d'elle. Oui. Et j'avais besoin qu'elle le voie, de lui dire « non, regarde ce que tu as fait ». Ok. Tandis que dans la vraie histoire, dans le fait divers que vous avez lu, ce n'était pas le cas. Puisque après, dans la psychiatrie, ils ont le terme suicide altruiste. Voilà, donc, Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bord de mer a eu un retentissement inimaginable en France. Oui. Et qu'à chaque fois que j'arrivais, j'avais écrit d'autres livres après, mais toujours on me parlait de Bord de mer. Et je me souviens, une fois, j'étais à un salon du livre au bord de la mer, justement. Et c'était dimanche matin, les gens viennent faire signer. J'avais déjà signé la veille, on me parle toujours de Bord de mer. Et arrive un homme qui commence à me parler de Bord de mer. Il me dit, je suis l'avocat de cette personne. Waouh! Alors là, j'ai demandé aux gens d'attendre. Je dis, mais parlez-moi. Et il me raconte comment ça s'est passé. Et c'était une femme d'une cruauté mais terrible depuis l'enfance, vraiment. Et puis le meurtre des enfants ne s'est pas du tout passé comme je le décris. Ce qui vient, je lui dis, mais je ne comprends pas comment vous reconnaissez cette histoire. Et il m'a dit, mais parce que par vos interviews, à la presse, à la télévision, j'ai compris que c'était relié à cette histoire. Je dis, mais alors, quel est le lien? Il m'a dit, en fait, et on revient au début de notre interview, vous avez mis de l'humanité là où il n'y en avait pas. Oui. Et je pense que le travail de l'auteur, c'est ça. C'est-à-dire dire, ça nous concerne. Alors, est-ce que je peux revenir, parce que c'est dans la ligne de cette pensée, à la dernière phrase de la 4e de couverture du livre? Vous, la maison d'édition, vous écrivez « Véronique Colmy compose une histoire simple et bouleversante, car ce roman est aussi un cri dérangeant, terrifiant, comme une lame de fond, un miroir. » Alors, c'est quoi ce miroir? Ce miroir, je pense, après avoir fait tellement de rencontres avec les lecteurs, tellement, que c'est le miroir de nos détresses. C'est-à-dire que beaucoup de femmes m'ont dit, on n'a jamais osé avouer. Maintenant, aujourd'hui, en France, on commence à parler du burn-out.
Oui. C'est vraiment tabou. En 2001, je ne sais même pas si on connaissait le terme. Oui, oui, mais nous ici, oui, ça commence très tard. Hein. Je pense que c'est lié avec le MeToo aussi. C'est des choses que les femmes parlent. Donc, elles parlent aussi de déprime après l'accouchement, ils parlent de burn-out et tous ces phénomènes qu'on n'a pas parlé avant. Oui, donc, et d'ailleurs, je dis mal le mot parce que ce n'est pas burn-out, c'est dépression postpartum. Oui, oui, parce que c'est Voilà. comme ça en français, oui, je me connaissais pas le terme. rejoint parce que ça n'est pas seulement dans la période après l'accouchement, c'est quand on reprend la vie de travailler, d'avoir des D'accord. enfants. Bon, mais c'est dépression postpartum est le mot juste. Mais j'avais expérimenté et j'avais vu autour de moi ce tabou qui fait que quand on vous désigne mère, on vous désigne la femme enfin accomplie, Oui. la femme entière, la Mhm. femme aboutie, la femme absolue Oui. et heureuse. Et Oui. souvent, dans les magazines, l'enfant est porté comme un accessoire. Oui. Il vous va bien, vous avez le joli sac, l'enfant, et vous allez dans la vie. Et En plus, quand on fait un introduit avec une actrice, elle dit c'est mon beau rôle. C'est voilà. ça. Et toutes les actrices, Comme si c'était un rôle, voilà. c'est mon plus beau rôle, ça m'a changé, c'est merveilleux, je ne vis que pour lui. Et donc, tout est fait pour étouffer vos malaises, car il y a de grands malaises. Parce que si vous pouvez donner la vie, c'est que inconsciemment, vous pouvez donner la mort. La vie et la mort sont toujours liées. Vous avez tellement peur que cet enfant meure, donc vous savez inconsciemment que s'il vit, s'il porte la vie, il porte sa propre mort en lui, comme chacun de nous. Et si vous lui avez donné la vie, potentiellement, vous savez que vous avez ce pouvoir-là, et ce pouvoir-là, rien ne vous en a prévenu, rien ne vous y a préparé, et il est trop grand pour vous. C'est un vertige. Certaines femmes m'ont avoué qu'elles tombaient dans les pommes. Elles s'évanouissaient quand elles étaient seules avec l'enfant parce que tout d'un coup, elles se disent il est dépendant de moi pour tout. Je suis omnipotente. Oui. Et c'est trop. Et Oui. personne ne vous dit c'est difficile. Oui. Donne-le-moi de temps en temps. La maternité devrait être quelque chose qui se transmet avec la vérité, c'est-à-dire je n'y arrive pas, je ne comprends pas pourquoi il pleure, je ne le supporte plus. Parfois, peut-être, je ne l'aime plus. Parce que on vous a présenté l'amour comme quelque chose d'évident et de facile, alors que c'est un lien qui se tisse et que vous pouvez être déçu par vous-même en vous disant mais je ne suis pas la femme heureuse que tout le monde m'a décrite. D'abord, votre corps souffre. Alors, en fait, vous avez dit au début de notre conversation que quand vous avez lu le bref sur cette femme qui a tué ses enfants, vous étiez jeune mère. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez dire qu'à l'époque, il y a 20 ans, vous étiez aussi un peu prisonnière de ces idées reçues sur la femme mère heureuse et vous avez étouffé des sentiments et que l'écriture de ce roman vous a permis de réfléchir, pas sentir, mais réfléchir sur la question? Je l'avais éprouvé pour ma première fille qui est née en 1987. Donc, vous voyez que c'était deux maternités espacées. Je l'avais éprouvé très fort pour mon premier enfant. Oui. Cette détresse-là. Et justement, je ne la voulais pas pour la seconde. Et pour le second enfant que j'ai eu 6 ans après, donc bien autant après, j'étais justement libérée de tout ça, grâce à une de mes sœurs, parce que ça se transmet par les femmes. Une de mes sœurs qui m'avait dit, ça n'est pas grave si il a encore des couches à tel âge, s'il ne marche pas à tel autre, tu sais, à 18 ans, il saura le faire. Il y avait comme ça cette dédramatisation de ces performances, de ces dates butoirs qu'on nous donne, de cette évolution qui doit être pour tous les enfants la même, où tout doit être parfait. Et j'étais dégagée de ça. Ce que la deuxième maternité m'a apprise, c'est j'avais oublié tous ces besoins. Par exemple, il est beaucoup question dans le livre, c'est très important, le doudou. Oui. Tu as oublié mon doudou. Lolo, non, les lolos. Voilà, le lolo. Oui, il dit le lolo dans le livre, c'est vrai. Et donc, j'étais ramenée à tous ces besoins
essentiels, primordiaux, ces détails pour l'enfant qu'une mère attentive n'oublie jamais. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit d'être distraite? Oui. Non, Oui. on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et oui. c'est ça qui est terrible. Et oui. puis aussi, j'étais ramenée à ce qui est au conformisme de l'enfant. L'enfant veut avoir une mère qui ressemble aux autres mères. L'enfant ne veut pas avoir une mère qui chante dans la rue. Oui. Moi, je l'avais expérimenté. Il y a ce désir, quand l'enfant va à l'école, qu'il est pris dans le moule, l'identité scolaire qui est le groupe, qui est l'uniformité. Il faut que la mère soit semblable. Et moi, j'étais une mère qui oubliait le pain au chocolat à 4 heures, qui ne sait pas faire les gâteaux, donc qui ne participait pas bien à la kermesse, qui n'avait pas les mêmes horaires que les autres parce que je jouais au théâtre. Et donc, je n'arrivais pas, on a l'impression de se prendre les pieds dans le tapis tout le temps parce qu'on n'a pas les mêmes horaires que les autres, parce que le matin, on n'a pas envie de se lever. Et donc, les petits déraillements que j'inscris dans bord de mer au début, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire que ça va petit à petit enfler vers la névrose et le meurtre. Mais au départ, je voulais nos détresses communes. Quelle est la mère qui n'a pas eu l'impression que les autres étaient tellement mieux qu'elle et qu'elle n'arriverait jamais à faire aussi bien que les autres mères qu'elle voit à l'école? Mais est-ce que ce livre vous a changé, vous? Je ne parle pas de votre carrière, bien sûr que c'était un succès et dès le début, mais est-ce que après le travail d'écriture, vous avez senti changer d'un point de vue personnel? Ce que ça a changé, c'est que c'était le premier roman et que donc après j'ai ouvert la carrière de romancière, ça m'a ouvert cette carrière-là. Après, je dois avouer que mon rapport à bord de mer a été très ambigu parce que ça a été un tel succès ici en France et dans d'autres pays, mais je vais parler de ce que je ressentais ici au quotidien, qu'il y avait toujours, j'avais l'impression qu'il était inégalable, qu'à chaque fois, je ne pouvais pas aller plus loin que bord de mer. Et puis un jour, je me suis dit, c'est déjà bien. Si dans une carrière, il reste un livre, salué dans le monde entier, prends-le comme un cadeau, c'est déjà bien. Ah bah, alors, je me suis réconciliée avec bord de mer. Oui. Et puis, j'ai écrit après un livre qui s'appelle Bakita, qui a eu un tel retentissement que ça m'a... voilà, c'était comme une union, une alliance de nouveau dans la bibliographie. Il y a une autre question qui m'a intriguée. Pourquoi... Bon, déjà, la mère, elle les amène à la fête foraine, parce que les parents amènent à la fête foraine, et puisque c'était dans le bref aussi, et les frites, bien sûr, et tout ça. Mais pourquoi la mère? Et en plus, parce que je me demande le rôle de la mère, parce que dans votre deuxième livre, je pense que c'est celui qui va après, le numéro 6, il commence aussi au bord de la mer. C'est là où vous présentez la famille. Donc, pourquoi cette attirance à la mer? Moi, je me suis posé la question pourquoi il y avait toujours la mer dans mes romans. Et on m'a dit que la mer représentait l'inconscient. Donc, c'est peut-être ça. Mais c'est peut-être parce que vous êtes de Nice, non, en fait? Oui. Donc vous êtes habitué à la mer, c'est le paysage que vous habituez. Moi, j'ai eu la chance de naître à Nice. Mais comme tous les Niçois, on ne passait jamais l'été à Nice. C'était bon pour les touristes, il faisait trop chaud. Et on avait des maisons en Normandie. Donc, c'était le luxe absolu. Mais c'est aussi la mer. C'est la mer, seulement il fait moins chaud, il y a moins de touristes. Voilà. Et on revenait chez nous en septembre. Mais vous parlez de numéro 6, et numéro 6 commence par une expérience personnelle, cette petite fille qui avance dans la mer et qui se noie. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est un acte qui est inaugural et j'étais profondément hantée par l'eau, par l'impossibilité à mettre la tête sous l'eau, par des cauchemars récurrents de noyade. Et c'est vrai qu'il y a à la fois cette attirance pour la mer, comme on l'a tous, et puis la mer dans la ville, comme à Nice ou comme à Tel Aviv, c'est un cadeau de la vie. Voilà, c'est pour ça que je suis étonnée, parce que moi, j'étais élevée à Tel Aviv, je suis née à Tel Aviv. Donc, pour moi, la mer, non seulement elle fait partie de la ville, elle fait partie de ma vie et de mon corps. Donc, quand je vois la mer, c'est une vue
amicale et joyeuse et qui me fait du bien. Et du coup, c'est l'ennemi. Parce que je dois vous avouer que j'ai une amie hollandaise chez qui on allait souvent, justement quand les enfants étaient tout petits. Et un jour, nous étions à Amsterdam, le temps était gris, plombé, et elle s'est criée, comme il fait beau, nous allons aller à la mer. Nous sommes Ouais. allés à la mer avec les anoraks toute la journée. Et tous les Hollandais s'extasiaient, ils étaient tous en terrasse. Et Ça m'est arrivé en Irlande, même expérience. On est allé et moi, je me suis dit, je n'osais pas dire, mais c'est atroce, il fait froid, je suis gelée, parce que par respect, ils étaient tous tellement heureux et fiers de me présenter la mer comme ils faisaient. Et ça m'a beaucoup marqué, comme la mer pouvait m'apparaître à moi hostile, alors qu'elle leur apparaissait à tous un bienfait. Et c'est là la subjectivité aussi du regard de chacun. Oui. Et oui, c'est très, très intéressant parce que ça, c'est un point je voulais vraiment vous demander parce que ça m'a quand même étonné que la mère, elle a un rôle prépondérant dans le roman, mais c'est presque le rôle du méchant. La mère est un personnage. La mère, parce que c'est aussi, je voulais que ça s'appelle bord de mer, que ce soit comme derrière les cartes postales, quelque chose, un cliché absolu, bord de mer. Si on va à la mer, ça implique qu'on va être bien. La mer, c'est le rêve absolu, c'est l'endroit où on va être bien toujours. Et je pense qu'inconsciemment, la maman de bord de mer se dit, si là, j'échoue encore, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. C'est l'ultime idéal. Et elle se dit, moi, je fais comme les autres. J'emmène mes enfants à la mer. Et ils vont ramener un coquillage. Et la mer, c'est beau. D'ailleurs, elle leur dit, en vrai, elle est toute bleue. En vrai, dans le rêve. Oui, oui. Et c'est vrai que la mère dans le livre est un personnage. Quand le petit Kevin la voit pour la première fois, elle dit, elle respire fort. C'est comme une déesse. Oui. Et c'est la mère de la mythologie. C'est la mère qui peut être un voyage initiatique, mais qui recèle aussi tous les dangers du monde. Et quand la mère lui dit, c'est pour te dire qu'elle est contente de te voir, elle me connaît. Tout le monde te connaît. Si la mère, voilà, et elle dit, je ne savais pas comment on allait le faire, comment saluer la mère, mais c'est vrai que ces vagues avaient l'air tellement méchantes. Et c'est cette mère qui les attend, c'est ce à quoi elle bute. C'est-à-dire, même là, on est mal, je ne peux rien leur offrir d'autre. Ok, bah, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je suis très curieuse d'entendre vous pouvez me parler un petit peu de votre nouveau livre qui vient de sortir. Il est sorti en 2022, donc il y a très peu de temps. Le 2 février. En février, donc c'est tout récent. Et alors, vous pouvez m'en parler un peu pour que, je ne sais pas, peut-être ça va attirer l'attention de maison d'édition pour traduire votre deuxième. Le gosse, c'est l'histoire d'un petit Joseph qui naît après la Première Guerre mondiale à Paris, dans les faubourgs de Bastille, qui sont à l'époque ouvriers, même assez pauvres. La vie va faire qu'il va être orphelin et on va suivre à travers lui le parcours des enfants qui, au début du XXe siècle, et encore aujourd'hui d'ailleurs, sont pris en charge par l'État. Alors, c'est plein de bonnes intentions, c'est-à-dire que d'abord, il va dans une famille d'accueil à la campagne, et puis il va être dans ce qui existait à Paris, une prison pour les mineurs, pour les enfants, et dans un régime absolument inhumain. Et de là, il va aller dans une colonie pénitentiaire, c'est-à-dire un bagne pour enfants, tel qu'il existait. Il y en avait 10 en France. Et puis, il va être sauvé par la musique et par l'amour. Alors, pourquoi situer ce destin de cet enfant entre les deux guerres et pas aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'avais été très marquée par les livres de Jean Genet et surtout Le miracle de la rose, qui est la même colonie pénitentiaire que celle du gosse, à Mettray en Touraine. Et j'avais envie de dérouler
le début du malheur, c'est-à-dire qu'au départ, quand au milieu du 19e siècle, on a créé les colonies pénitentiaires et les prisons pour les enfants, c'était pour les protéger des adultes, pour les instruire et les sauver. Et c'est devenu un enfer. Et ce qui m'intéressait, c'est comment les bonnes intentions se transforment en cruauté. Et puis, ça se termine bien, parce que ça se termine en 1936, quand il y a eu en France les grandes grèves, les occupations d'usines, les enfants, sûrement parce qu'ils travaillaient depuis l'âge de 12 ou 13 ans, les enfants étaient pris en compte dans les revendications. L'enfance maltraitée a été un événement politique. Ah, d'accord. Le sauvetage de l'enfance maltraitée était une cause aussi bien que les 40 heures ou le salaire des ouvriers. C'était très intéressant. Donc, vous avez fait beaucoup de recherches Oui, avant, oui, beaucoup de recherches. Beaucoup de découvertes. Et beaucoup de découvertes, j'imagine, oui. Parce que quand vous avez commencé à parler de votre livre, tout de suite, j'ai pensé à un moment de Émile Ajar, de La vie devant soi. Ouais. Tout de suite, j'ai pensé. Émile Ajar, Romain Gary, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée. Enfin, je ne sais pas en Israël, mais ici en France, c'est... Ah, ici, on l'adore. Ouais. Et moi, j'ai traduit Gros câlin, donc... Ah oui, d'accord, avec l'enfant qui fait ce câlin. Je tâcherai de le lire rapidement, votre nouveau roman. Et bah, je voulais vous remercier déjà pour cette rencontre. Et on est tous... enfin, on attend cette traduction avec impatience pour la lire. Et je voudrais féliciter encore la traductrice Hila Ben-Porat et la maison d'édition Carmel. Et est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter au votre public, futur public israélien qui va vous connaître pour la première fois donc, Mais écoutez, moi, je trouve que c'est le miracle des livres. Oui. Le miracle des livres, c'est de parler une langue que vous ne connaissez pas. Oui, c'est vrai. S'adresser à des gens que vous ne connaissez pas. Oui. Et c'est, voilà, par-delà les frontières, je trouve ça merveilleux. Ah, super. Alors bah, j'espère que nous, le lecteur en Israël, on aura d'autres occasions de découvrir vos ouvrages et au théâtre et en tant que romancière. Pourquoi pas réfléchir à traduire une de vos pièces? Ça aussi, on peut envisager. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouveau livre, Le Gosse, sorti chez Albin Michel récemment, et beaucoup de succès avec ces nouvelles traductions en hébreu de votre premier roman, Bord des mers, qu'on va découvrir tous bientôt. Et je voulais également remercier Mishkenot Sha'ananim et l'Institut français d'Israël d'avoir permis cette conversation et de nous accueillir ici. Merci beaucoup, Véronique. Merci infiniment. Pour cette conversation passionnante et à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Toda rabba.